Nous avons Arthur Harari, scénariste, acteur, monteur. À ses côtés, Samuel Théis, celui qui chute. À côté de moi, Antoine Reinhardt. À côté de lui, Swan Arlo. Attention, un tonnerre d'applaudissements pour Milo Machado Graner. Sandra Huller. Et la grande chef d'orchestre de tout ça, Justine Triet. Alors, je vais lancer une petite question pour me mettre dans l'ambiance et après, c'est à vous. Vous allez lever le doigt, vous allez vous lever pour poser plein de questions. Juste une première, évidemment, question très générale à vous, Justine Triet. D'où vient au départ juste l'idée de faire, alors ça s'appelle Anatomie d'une chute, on pourrait dire Autopsie d'un couple, enfin on pourrait jouer avec beaucoup de formules comme ça. Ça vient d'où l'idée de partir quand même d'une forme de thriller pour comme ça décortiquer les relations de couple? En fait, dans mon souvenir, au tout début est venue l'idée de raconter un cauchemar et de se dire, voilà, qu'est-ce que serait ma vie en fait si mon espace privé, mon enfer privé en fait devenait l'enfer des autres, quoi. Enfin, était récupéré en fait par la société. Voilà, c'est parti de là. Et puis après, moi, j'avais envie de refaire un film de procès, mais beaucoup plus ample, en prenant plus de temps, plus de voilà. Puis après, je pourrais en parler des heures, mais on va peut-être. Juste avant de vous donner la parole, puisque vous avez coécrit avec Arthur Harari, comment, enfin voilà, vous aussi vous pouvez répondre à cette question. Comment on se met à construire cette mécanique comme ça de film de procès, en même temps qui est un film un grand film de couple, quoi. L'idée du couple, je pense, était première, quoi. Enfin, et c'est quelque chose qui est récurrent dans les films de Justine. Et les choses sont venues par couches, comme ça. À un moment, on s'est dit, qu'est-ce que ce serait, effectivement, il y a ce truc. Et si cette mort du mari, du père, comme ça, ouvrait cette espèce de vertige qui fait que tout le monde va s'emparer du... Voilà, et puis le rôle de l'enfant. Moi, il y a une chose qui me marque, c'est que les enfants ont toujours été présents dans les films de Justine, mais c'est comme si ils étaient une espèce de présence mystérieuse et on n'était pas dans leur point de vue. Et là, progressivement, c'est comme si ça s'était fait... il fallait que l'enfant prenne presque le pouvoir à la fin, enfin, sa place, quoi. Voilà. On commence? Allez-y. Oula, là, je vois rien. Là. Good morning everyone. My name is Omar Frani. Bonjour à tous. Je travaille pour un site web italien, Odici Magazine. Une question pour Justine et pour Arthur sur le choix de la version instrumentale. Le choix de la musique, donc. Et je me dis que dans ce film, on entend cette musique tout au long du film. Merci. Oui, c'est drôle parce qu'en fait, jusqu'au quasiment, on va dire, trois semaines avant le tournage, c'était Jolene de Dolly Parton, merci. Et en fait, on n'a pas eu les droits, elle voulait pas nous donner sa chanson. Donc du coup, on s'est rabattu sur 50 Cent. Mais du coup, c'était pendant très longtemps, en fait, il y avait même une analyse de paroles de Jolene, en fait, au procès qu'on a dû... Moi, j'étais très triste qu'on a dû couper parce qu'on n'a pas eu les droits. Non, après, c'est vrai que c'était... je trouvais que la version était très étonnante, pardon. Et comme c'était une ritournelle qui devait revenir énormément, je trouvais ça très intéressant. Et après, il y a une petite blague en fait au procès sur le fait que le morceau est un peu misogyne. Mais après, c'est vraiment, sinon c'était un, comment dire, c'était très simple en fait. C'est un truc d'artiste de se dire comment est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais mettre en fait comme musique et qu'est-ce qui va fonctionner avec la scène. Donc voilà, après c'est un truc de choix purement de goût, quoi. Voilà.
C'est bon, oui. Bonjour, l'agence de presse allemande. Une question pour Justine. Hier, après la première, vous avez dit que vous aviez écrit ce film pour Sandra Hüller. Pouvez-vous nous en dire plus? Qu'est-ce qui fait que Sandra Hüller est une actrice aussi particulière, à votre avis? Ouais, Non, mais c'est vrai que c'est particulier, parce que moi, quand j'écris, ça m'est déjà arrivé d'écrire pour d'autres comédiennes. C'est qu'on entend, on est habité par la présence de quelqu'un dans l'écriture. Et Sandra, c'est vrai qu'elle amène quelque chose d'une opacité, quelque chose de très complexe qui a vraiment nourri l'écriture. Mais voilà, on en parlait beaucoup avec Arthur. D'ailleurs, on espérait qu'elle accepte le rôle parce que c'était pas gagné avant. Et c'est vrai que je pense qu'elle a, comment dire, elle a quelque chose. Elle joue vraiment avec son corps. Elle a un truc très. Il y a quelque chose avec son corps. Je ne sais pas comment dire. C'est très particulier. Son corps ne lui appartient pas totalement d'ailleurs. Il y a quelque chose d'étrange quand elle arrive sur le plateau le matin. Elle joue avec ce qu'elle est ce jour-là, quoi. Et c'est très particulier. Il y a un truc un peu mystique, quoi. Mais je sais pas, tu veux en parler aussi, Arthur, vu qu'on a écrit ensemble. Non, moi ce que je peux juste dire, c'est qu'effectivement, ça nous paraissait un peu impensable d'imaginer quelqu'un d'autre. Enfin, d'ailleurs, quand on demande c'était quoi le point de départ, c'est un des points de départ quand même. C'était l'obsession, l'obsession, un désir très très fort qu'elle soit au centre de ce récit, etc. Et on pouvait pas, on n'aurait pas écrit la même chose avec quelqu'un d'autre en tête. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir en demandant à Sandra alors, Oui. ce que ça provoque quand quelqu'un vous dit, ben voilà, j'ai vraiment écrit, enfin tout le film repose sur le fait que ce soit toi. Enfin, est-ce que c'est un défi magnifique ou est-ce qu'il y a quand même une petite pression No, pression, non. That wasn't a problem. Non, la pression n'était pas un problème. It was really special on set anyway. Ce qu'il y avait de particulier sur le plateau, c'est que Justine ne met aucune pression. C'est vraiment une façon très agréable de travailler. Certains réalisateurs pourraient peut-être s'en inspirer. Vraiment, ça, je sais de quoi je parle. Bien sûr, on se sent humble quand quelqu'un nous dit qu'un scénario a été écrit pour nous. Là, je suis allemande et c'est pourquoi que je peux apprendre une langue. Je parle un peu d'anglais, je parle un peu de français. Mais bien sûr, j'ai mis ça de côté et je suis conscient de l'amitié, de l'amour qui existe entre nous et j'en suis très reconnaissante. Bonjour, Ali Wajdi du Duel Vision Libre France. J'ai une question pour Justine. On remarque un choix de mise en scène intéressant lorsque l'enfant est interrogé à la barre pour la première fois. Un jeu de panneau travelling n'apparaît qu'une seule fois. Pourquoi l'avoir placé à ce moment de votre récit et quelle attention profonde lui accordez-vous? Quelle attention profonde lui accordez-vous? Une attention de mise en scène. Oui. Alors, en fait, c'est vrai que quand on filme comme ça un tribunal, on est resté 10 jours, je crois, ou 15 jours dedans. On a l'impression, en tout cas, moi, j'avais l'intention, je me disais comment on va aborder cet endroit en mise en scène. Et c'est tellement quelque chose qu'on a vu et revu que c'est vrai que je passais mon temps à me dire mais comment filmer ce rectangle autrement, quoi. Donc ça a été une obsession. Et on a passé énormément de temps à préparer en fait ça. Et c'est vrai que cet enfant qui est là et qui est un peu traqué par la parole. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant que la caméra devienne cette espèce de balancier en fait de bête comme ça qui le poursuit en parlant à sa place en fait en parlant pour lui, voilà. Donc c'est une chose en fait qu'on a inventée sur place. Mais de toute façon moi sur ce film j'ai pris un plaisir formel très très fort en fait par rapport à avant. C'est que j'ai pris énormément de plaisir à tourner. Plus que d'habitude. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je me sentais... En fait, je me suis vachement amusée, quoi. Et donc, ça fait partie d'un des moments où je me souviens, ça a été improvisé, ce truc-là. Je dis, je ne savais plus comment faire pour filmer. C'est tout le temps ce défilement de gens qui venaient à la barre. Et à un moment donné, c'est vrai que c'était...
En plus, ça se passait avec lui, donc c'était encore plus fort. Mais c'est vrai que ça a été improvisé un peu au dernier moment, quoi. J'ai vu mon chef-op, vous savez, quand il était avec une grosse machine, quelqu'un le poussait comme ça hyper vite, et j'ai dit attends, c'est vachement beau, parce que par hasard, j'ai vu cette image, en fait, sur le combo, et je dis attends, on va refaire ça. Mais c'était un peu un accident, en vrai. Voilà. Für das ZDF, pour la ZDF, une question pour Sandra Hüller. Je me suis demandé pendant le film, que j'ai vu le film, qu'est-ce que vous êtes venu dans l'esprit, quelle pensée, quelle émotion? J'ai l'impression que Sandra, dans le rôle, il y a plein d'émotions, il y a l'injustice, il y a la peur, il y a le regret, il y a le chagrin, le deuil. Peut-être vous dans votre rôle. Merci. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, was du gesagt hast. Sonst kann ich es nochmal. Should I answer in English? How is the procedure? Est-ce que je réponds en anglais, German? I don't know. en allemand? English. Okay. If I get you right, you are asking Si j'ai bien compris la question, what kind of feelings I put in there, where they come from. Is that right? Okay. vous me demandez quel genre de sentiment j'ai eu I pour don't jouer know. ce rôle. I think about human beings as Je ne sais pas. Je pense que les êtres humains sont comme des représentants, des vaisseaux de toutes sortes d'émotions. Et tout le monde dans cette pièce, et tout le monde sur cette planète a la capacité de tout ressentir. Toute la question reste de savoir comment ouvrir les canaux pour montrer ces émotions. Tout en restant dans un espace de sécurité. Et ça, c'est l'espace que Justine nous a ouvert. D'une certaine façon, tout a été assez facile. Ça a été facile d'ouvrir ces canaux et de tout montrer, tout mettre sur la table. Le principal sentiment était celui de la culpabilité. Tu as perdu. Mais vous n'avez pas vraiment gagné, hein, si je suis ce que dit Sandra à la fin. Donc le film continue parce que je ne comprends pas tout. Est-ce que vous me demandez si elle se sent coupable ou pas? Alors, quoi? C'est une blague. Still in his character, you know. Okay, I see. Sorry. Okay, merci. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Une question de Chine. Ma question est pour Justine. Pouvez-vous nous en dire plus quant à votre motivation? Vous ne cessez de changer de langue en français et en anglais. Pensez-vous qu'il y a là une sorte de conflit qui ressemble à Lost in Translation, par exemple? Et puis il y a des francophones de naissance, et puis il y a des francophones qui ne sont pas de langue maternelle. Alors oui, là, en fait, c'est vrai que dès le début, en fait, quand on a commencé à écrire, moi, je trouvais que je voulais pas du tout, comment dire, le fait qu'elle soit étrangère, c'était quelque chose de très important dans le film. C'est-à-dire que c'était voilà, une étrangère jugée en France, et évidemment, Sandra, c'est un personnage dans le film qui est comment dire, le fait qu'elle soit écrivaine, qu'elle écrive, etc., en fait, la partie à charge comment dire, prend tout ça contre elle, en fait. Et du coup, le fait qu'elle parle deux langues comme ça rajoutait, je trouvais, un truc très complexe pour elle. C'est-à-dire qu'à la fois, elle doit s'exprimer en français pour faire bonne figure, et en même temps, elle a ce truc de masque en même temps, de parler plusieurs langues. Donc, je trouvais que ça rajoutait quelque chose d'intéressant. Et évidemment, par rapport au couple, bah, la langue est au centre de la scène de la dispute, et c'était une chose évidemment qui était jubilatoire à penser, à développer, parce que ça coule de source, quoi. C'est juste que ces deux personnes qui parlent, qui ont trouvé ce terrain d'entente de parler anglais, mais en réalité qui sont dans un conflit jusque dans la langue, quoi. Et je trouvais qu'en tout cas pour toute la partie procédure, je trouvais que c'était très intéressant d'avoir cette charge en plus pour ce personnage, d'avoir à devoir parler français et de pouvoir switcher en anglais. Je trouve que c'était vraiment ça rajoutait quelque chose de vraiment encore plus intéressant sur son personnage. Voilà. Bonjour. Bonjour. Leïla de The Independent. J'ai une question pour vous, Justine, et pour Milo. On se rend compte que c'est vraiment à la fin du film qu'on se rend compte que c'est l'enfant qui perce un peu le secret,
et qui éclaire un peu tout le bazar des adultes. Donc je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi d'écrire ça, en fait, à vous et à Arthur d'ailleurs. Au final, pourquoi c'est l'enfant qui va éclairer tout ça, et pour Milo, qui a quand même un rôle très puissant. On n'a pas l'impression que c'est un enfant, même, il étonne tout le monde. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi à jouer dans ce rôle? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas un rôle d'enfant classique. Tu veux commencer là, vous touchez un peu au centre du film. C'est-à-dire que nous, le film tend vers cet endroit où l'enfant va être au centre du procès. Alors, je ne sais pas si en tout cas, oui, vous avez vu le film, donc on peut en parler. Mais non, mais c'est vrai que c'était. Moi, je trouve que le film raconte quoi? Ça raconte un gosse qui effectivement est qui a beaucoup sur ses épaules. C'est-à-dire que le film démarre et il est dans une confiance absolue envers sa mère, et puis au fur et à mesure, cette confiance se fissure, et il se retrouve presque dans la position d'un juré, c'est-à-dire de devoir décider si sa mère est coupable ou pas. Et donc, après, nous, ce que je trouve, moi, ce qui est vraiment ma position et que je trouve la plus importante, en fait, dans le film, c'est le fait qu'ils doivent décider lui-même de choisir si sa mère l'est ou pas. Donc, voilà. Et après, on ne saura jamais si son témoignage est vrai ou pas. Mais en tout cas, cette décision qu'il prend, pour moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans l'existence. J'ai déjà eu affaire à ça, en tout cas. Et je trouve que c'est quelque chose, en tant qu'enfant, quand on est dans cette position, qui est... Et puis, je pense que c'est le premier film où je donne vraiment la parole à un enfant, en fait, je pense. Donc, du coup, il y a eu ce... là, vous parlez en tout cas du point de finition du film, qui tout le film tend vers ça. Donc, voilà. Et maintenant, oui, peut-être, Milo, tu veux parler de... Je pense que le plus dur dans le tournage pour jouer, c'était... Tu m'arrêtes, mais je pense que c'était de trouver l'état, comme tu disais. Ouais. C'était parce qu'en fait, à chaque fois, on avait répété pendant 3 mois avant avec donc Justine et Cynthia Hara, qui l'aidaient pour la direction d'acteur. Et donc à chaque fois, elle disait bon, d'accord, c'est très bien, mais il faut que tu trouves l'état. Donc elle essayait de doser les trucs. Donc c'était beaucoup de boulot, il y avait beaucoup de prises, mais bon, au final, le résultat est plutôt bien. Oui, bof. Non, mais c'est vrai que c'est particulier parce qu'en plus, on a vraiment travaillé beaucoup avec Cynthia Hara, qui est ma collaboratrice à la direction d'acteur pour tous les acteurs, pas seulement pour Milo, et qui est aussi la directrice de casting. Et c'est vrai qu'elle a travaillé vraiment très longuement 3 mois avant avec l'enfant. Moi, je pouvais pas être tout le temps là. Et après, c'est vrai qu'on est arrivé sur le plateau et c'était vraiment étonnant parce que Milo était extrêmement mature, quoi, pour son âge, quoi. Nous, on avait vu beaucoup d'enfants en casting et on avait tout à coup un enfant qui avait une façon de parler, un cerveau, qui n'était pas du tout bébé. Donc c'était... Voilà, et donc ce qui était très mignon, c'est que la première fois où on a parlé un peu du jeu, Milo m'a dit ah, mais c'est super, tu vas voir, je vais faire semblant de pleurer, je vais faire semblant de plein de choses. Il me disait, je vais faire semblant de pleurer, semblant d'être joyeux. Et je lui disais non, il va falloir vraiment pleurer, vraiment. Donc voilà, c'était très rigolo parce qu'on a dû un peu repenser un peu toutes ces choses-là, mais c'était très joyeux. Et puis moi, c'était une grande découverte de bosser avec un enfant comme ça. C'est un autre travail, quoi. C'est pas du tout la même chose qu'avec avec une Sandra Hüller. Mais à la fin, ce qui était très rigolo, c'est qu'à la toute fin du tournage, on parlait quasiment de la même façon. Parce que moi, je travaille avec Cynthia aussi dans la direction, et on parlait quasiment le même langage à Sandra qu'à l'enfant à la fin. Donc c'était très étonnant. Voilà. Et aussi au chien, pardon. Mais... Alors ouais, parce que là, on a la dog palm de base. Enfin, je veux dire, c'est pas... Le chien, ouais. Parce que c'est une grande scène aussi d'émotion que joue Milo. Enfin, cette scène est incroyable avec le chien et tout. Donc, comment on filme un truc pareil? Enfin... Là, vous faites référence à la scène... La scène où il empoisonne... Enfin... Là, ouais. C'était tout un bordel, ça. Ouais. Non, mais tout le monde pleurait autour de la caméra. Tout le monde était en larmes parce que, voilà, c'était particulier, quoi. Le chien était... Alors, on avait évidemment... Le chien était très entouré. On avait tout un staff de médical, etc. Je le précise, hein, voilà. Et le chien n'est pas endormi, je le précise aussi. Il a un petit Lexo pour chien. Donc voilà, il est légèrement calme, mais il n'est pas endormi, je le précise. Mais en tout cas, c'était un bordel parce que
le petit lui-même était en larmes. Enfin, tout le monde est dans un état pas possible. Donc voilà, mais c'était très, très intéressant à faire. C'est vrai que Milo, il a chopé très tôt, comment dire, le fait de lâcher quelque chose là et de se faire sortir les pleurs. Donc c'est vrai qu'il y avait un truc où au bout d'un moment, ça sortait très vite, quoi. Donc ça s'est passé assez naturellement, en fait. Et puis après, moi, je fais énormément de prises. Donc c'est vrai que, voilà, au bout d'un moment, les gens s'en foutent un peu d'être là. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent d'être là, mais il y a... Il lâche, quoi. Enfin... Ouais, on transpire, la peau se transforme. C'est très important. Moi, je suis très sensible à la peau. Enfin, le fait que Les poils du chien. Oui, pardon, parler du chien, oui, pardon. Non, mais du coup, mais parce que je suis sensible vraiment à ouais, la peau, quoi. La peau, de plus en plus, je trouve que c'est un truc... on sent, en fait, quand les gens ont fait 2 prises, quoi. Je trouve, quand il y a ce truc de fatigue, quoi, de la peau. Bon, bref. Non, mais c'est intéressant. Voilà, mais après, dans le chien, c'est vrai il avait une maîtresse géniale, Laura, qui était on a fait appel à un truc qui était hors système, hors cinéma. Parce que les business de cinéma, c'est l'enfer. C'est des chiens qui sont maltraités ou vachement... Donc moi, je voulais pas être dans ce système dégueulasse. Donc on a vraiment bossé avec une nana indépendante. Et c'est vrai que le chien a vachement bossé en amont, quoi. Donc, du coup, le chien est arrivé ultra préparé. Sauf qu'on a eu un gros problème, c'est que moi, j'étais vachement inspirée par un plan de White Dog que j'adore, hyper lent, où la caméra suit les fesses du chien et découvre toute la scène. Et en fait, j'ai appris que le Border Collie est une race qui ne peut pas aller lentement. Il fait que de foncer. Donc au bout d'un moment, je dis mais je pourrais jamais faire mon beau plan. Donc au bout d'un moment, on s'est dit bon on va faire un plan beaucoup plus speed, quoi. Mais c'est vrai qu'on l'a épuisé, le chien, en se disant on va en toute proportion gardée. Hein. Parce que, voilà, bon, bref. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question pour tous les comédiens. Comment chacun vous avez appréhendé le rôle que vous avez? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs facettes dans vos rôles. Donc, comment vous avez abordé ça? Puis j'ai une question pour Justine par rapport au film de procès, puis par rapport à, comme c'est le second que vous faites sur un tribunal, les choses comme ça. Donc, comment vous avez préparé celui-ci? Vous étiez déjà préparé avec le précédent, mais est-ce que vous avez abordé des choses supplémentaires par rapport au précédent? Merci. D'abord, du coup, alors, qui veut commencer dans les acteurs? Samuel, peut-être? Oula. Allez. Pour moi, c'était particulier parce que moi, j'avais juste quelques jours de tournage, donc j'arrivais, il fallait que je prenne un peu le tempo et la température aussi du plateau. C'est vrai que Justine et Arthur, d'ailleurs, ont écrit des partitions qui sont extrêmement précises dans le texte et qui sont d'ailleurs assez... pour des acteurs, c'est des partitions qui sont assez folles. Je veux dire, on a rarement des scènes aussi longues, aussi qui se déploient comme ça, avec une parole qui est extrêmement précise, une parole qui est presque psychanalytique, je dirais, mais dans le bon sens. Et je pense en fait que sur le plateau, il y a quelque chose aussi où Justine, elle travaille un peu vraiment comme une musicienne. Enfin, il y avait quelque chose qui était très à l'oreille sur le rythme, sur une manière aussi de nous épuiser physiquement. Non mais c'est vrai on va avoir la bonne peau. Sur la bonne peau, mais aussi la bonne fatigue en fait. Il y a un épuisement en fait quand même de ces personnages. Qui se traduit aussi dans le langage, dans le rapport à la parole. Une logorée comme ça, mais qui finit par épuiser tout le monde, mais qui est, je trouve, assez... qui impacte aussi le spectateur, en fait, qui nous fait travailler en même temps, quoi. Enfin, qui est extrêmement intéressante. Alors, on parle de logorée, donc on doit forcément parler aux avocats. Alors, les scènes de... Vous avez vraiment la partition classique, pour juste reprendre la question du monsieur, vous avez la partition classique du film de procès. Enfin, Swan Arlo moins, parce que vous êtes sur les 2 terrains, du tribunal et du chalet. Mais comment on prépare ça? C'est-à-dire le côté vraiment, la classique d'être dans un tribunal et de jouer des effets de manche, quoi. Tu veux, vas-y. Ouais, je pense que justement, moi, ça me faisait peur, l'idée d'effets de manche.
et parce que comme c'est quelque chose qu'on a beaucoup représenté, on a des représentations hyper convenues, et du coup comment s'éloigner de ces représentations en étant au plus près du réel. Et après, pour répondre aussi à votre question, moi j'ai l'impression que ce que j'ai adoré dans ce tournage, c'est que Justine, qui a préparé pendant des mois, voire années, ce film, laisse une grande liberté au moment du tournage. C'est-à-dire qu'on arrive, on avait chaque matin 1 heure pour remettre en place. Donc moi je venais la veille, je me disais ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc on a vraiment une liberté, notamment de mouvement. Et après, tous les plans qui ont été pensés et imaginés avec son chef-op, elle les repense en fonction de ce qu'il vit. Et du coup, on n'est jamais enfermé dans un... Et ça paraît très technique et très... Mais c'est... Et aussi, enfin, c'est des choses bêtes, mais on ne commence jamais par le master, par le plan large. Elle commence par un comédien, elle est à fond sur lui, donc on a une liberté totale. Et ensuite, elle reprend toute la liberté de refaire complètement autre chose en face. Enfin, il y a un truc où on se dit, ah oui, en fait, c'est nous, on fait ce qu'on veut, nous, ça doit avoir du sens. Et pour les raccords et les plans, elle se débrouille. Enfin, et elle le gère. C'est très... Enfin, pour nous, c'est génial. Oui, Swan. Bon, en tout cas, par rapport à l'avocat, justement, Justine ne voulait pas qu'on joue la fonction, ne voulait pas de ténor du barreau qui déclame, qui est absolument brillant, qui réussit dans tout. C'est pour ça qu'elle est venue me chercher. Et enfin, que tu m'as dit tout de suite, voilà, moi je cherche pas du tout un mec viril. Et non, mais voilà, mais ce qui est marrant, c'est que on en parlait hier soir avec Arthur, c'est, enfin en tout cas, moi je suis vraiment un acteur cabot, quoi. C'est-à-dire j'ai vraiment envie d'y aller, j'ai envie d'en faire des caisses et tout ça. Et en fait, ce métier, ça n'est que ça, quoi. C'est surtout toujours s'empêcher de faire des trucs. Donc il y a une forme de frustration permanente, mais c'est là où il y a de la fragilité, où il y a de l'imperfection. Et c'est là où, du coup, c'est des personnages qui ont de l'humanité, quoi. Donc je suis rentré dans l'avocat en essayant d'éviter l'avocat. Et en y allant quand même toujours, parfois, je me suis dit, oh, aujourd'hui, ça va passer. Et puis elle me dit, non. moins. Voilà, bah sinon, moi, c'était surtout l'anglais. J'ai travaillé l'anglais parce que je suis aussi bon en anglais que les Français en général. Donc, j'ai vraiment travaillé là-dessus pour réussir à jouer, quoi, tout en essayant de parler avec un accent à peu près valable. Et d'ailleurs, je trouve qu'au tout début du film, on voit que c'est encore un peu fragile, que j'essaie de bien parler. Et puis après, c'est aussi vraiment avec Sandra, quoi, il y a quelque chose tout de suite qui a été très, très fluide, très fort, et qui fait qu'on oublie tout ça, la langue, tout. Enfin, en fait, c'est devenu aussi notre relation. On parlait, nous, en anglais, tout ça, donc voilà. Voilà. Mais juste, je peux rajouter voilà, une chose en plus, que vous jouez l'avocat, mais vous jouez aussi le trouble par rapport à elle. Ah oui, voilà. C'est-à-dire que ça, c'est quand même passionnant, et Sandra aussi pourrait répondre. Vous jouez une espèce de double jeu, c'est-à-dire à la fois vous êtes son défenseur, et en même temps, c'est constamment sur le fil de cette vieille histoire d'amour il y a des petits sous-entendus et tout. Enfin, c'est intéressant, ça aussi, de jouer ça, j'imagine, non ? Bah, en tout cas, c'est sûr que avant de rencontrer Sandra, j'avais déjà une grande admiration pour elle. Donc, j'ai pas eu grand-chose à faire que de la regarder vraiment. Ah ouais, quand même. Voilà. Et en fait, non, mais je veux dire, il faut toujours se servir de soi et de ce qui nous arrive. Donc, j'ai pas besoin de me forcer. Puis on est parti là-dessus. Et voilà. Et oui, et Sandra, c'était intéressant, ça, est-ce que ça aussi, ça déconstruit un peu la chose classique de l'inculpé, son avocat, puisque là, il y a une relation affective aussi entre les deux. C'est intéressant à jouer ce trouble. Yes, you know, it's rare to find colleagues where the connection is this strong. So we were really lucky that it worked. On a eu beaucoup de chance, ça a très bien fonctionné. On a réussi à communiquer sans parole, sans mots dire, et sans perdre l'humour. Chaque couche que l'on rajoute à l'histoire revêt un très grand intérêt. J'apprécie beaucoup le fait
qu'on ne montre pas tout. Il y avait des versions précédentes du script où les choses étaient plus évidentes, mais moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y a énormément de choses qui ne sont jamais dites, qui passent sous le radar. J'ai une question pour Justine. Dans votre cinéma, vous avez l'air d'être obsédé par cette barrière, par cette frontière entre la réalité et la fiction, surtout dans celui-là où on choisit voilà, Sandra et Samuel, les noms des personnages comme les noms des acteurs. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous écrivez vos personnages, qu'il y a un... Oula Oula. On est en train de perdre un agent. Je vais changer de siège peut-être. Ah oui. Merci pour ce petit happening, Elisabeth. Donc, je voulais juste savoir si vous avez l'impression qu'il y a un reflet entre vous et vos personnages quand vous êtes à l'écriture. Entre moi et mes personnages? C'est ça. Alors, je vais citer quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Joan Didion, et qui dit un truc génial là-dessus, qui dit que elle résout ses problèmes dans sa vie, dans ce qu'elle écrit avec, soit seule ou avec son mari. Et je trouve ça génial. Moi, elle dit qu'elle trouve des réponses. Moi, je pense que je trouve pas de réponse, mais que je résous rien du tout. Mais en tout cas, je me dis, je fais. C'est pas le premier film où je me dis ça, que je raconte des histoires que du coup je ne vivrai pas. Donc je me dis, c'est une façon, voilà. Mais évidemment qu'il y a plein de trucs de moi. Après, heureusement que c'est pas autobiographique pour mon mec et puis pour ma vie, quoi. Mais non, c'est compliqué ces questions-là. C'est vrai que moi j'adore la fiction parce que c'est un endroit où on peut se cacher en vrai. Donc voilà, mais c'est vrai que le personnage que joue Sandra est vraiment là-dedans parce qu'il y a une fascination énorme en fait des gens pour ça, quoi. Pour est-ce que c'est vrai, est-ce que voilà. Et le film parle aussi de ça évidemment, puisque c'est disséqué au procès et qu'on lui dit, bah, puisque tu écris des films, des livres autobiographiques, voilà, et évidemment que tu es obsédé par la mort, etc. Donc c'est dans le film aussi, quoi. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est impossible de faire des films sans parler de soi. Enfin, ouais, j'ai l'impression, c'est impossible. Donc voilà. Est-ce que je peux juste compléter la question? Parce que c'est vrai qu'il y a la notion de réalité, de fiction, mais en fait, il y a la notion de récit. Oui. C'est un film sur les récits. C'est le fait que tout le monde a chacun son récit et qu'il y a des récits qui ne sont pas réconciliables. C'est-à-dire, ben voilà, chacun a sa version et c'est comme ça. Mais donc, cette notion de récit, c'est la mise en abîme aussi du scénario, de chacun fait son scénario. Enfin, ça, c'est vraiment passionnant dans le film là-dessus. Oui, c'est vrai que moi, c'est pour ça que je suis obsédée par le tribunal et par le milieu judiciaire. C'est que c'est un endroit où on est obsédé par la vérité. Mais en fait, pour moi, c'est de la fiction. C'est l'endroit de la fiction. C'est l'endroit où, en fait, pour moi, ce que raconte Swan et ce que raconte Antoine, pour moi, c'est deux fictions qui essayent de s'approcher d'une vérité, d'une réalité, mais c'est deux fictions qui grossissent vraiment la réalité. Et donc, c'est un endroit fou parce que c'est un endroit où on délire en fait le monde, on délire nos vies, on délire nos histoires. Et il y a un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle David Chou, qui a vu le film assez tôt, parce que je l'ai fait venir en montage, et il m'a dit, ton film, c'est comme si on prenait un doigt comme ça et qu'on allait le plus loin possible, enfoncé comme ça, sur un point, en fait, de notre vie, jusqu'à ne plus rien voir. Et je trouve ça hyper intéressant, parce qu'en fait, il y a vraiment cette idée que plus tu pixelises une image... Enfin, moi, en plus, j'ai fait les beaux-arts et tout, donc moi, je suis vraiment plasticienne à la base, et c'est vrai que moi, je suis fascinée par l'idée que plus tu vas au fond d'une image, plus tu ne vois rien. Et pour moi, le procès, c'est jusqu'où on va aller pour combler le manque, jusqu'où la parole va parce que la parole, elle absorbe. Enfin, le film, il est, comment dire, ça vient combler tous les manques en fait. Mais cette parole, évidemment, n'est pas. C'est pas la vérité, ouais. C'est pas la vérité. Oui, parce que cette parole, elle enivre aussi la scène de dispute conjugale. Enfin, cette scène absolument incroyable de dispute. Enfin, là aussi, c'est deux versions qui s'affrontent et qui appuient très très loin avec le doigt. Mais en fait, plus ils appuient et plus, non seulement ça fait mal, mais ils voient plus rien, quoi.
Donc là aussi, c'est exactement le même process en fait. Ouais, alors, ouais. Après, là, moi, c'est une scène compliquée parce que c'est une scène qu'on a beaucoup retravaillé. On a beaucoup discuté, on s'est engueulé sur cette scène aussi, mais c'est vrai que c'était très compliqué à écrire. Bah non, mais parce que c'était une scène obsessionnelle. Comme c'est la seule scène où on voit le mort, quoi. Enfin, le mari, pardon. Et donc, du coup, c'était vraiment une obsession de se dire comment est-ce qu'on allait, voilà. Et ouais, c'est comment dire, je voulais vraiment pas du tout faire une scène d'engueulade, comment dire, défouloir, quoi. En fait, l'idée, c'était vraiment d'arriver à faire une scène de combat, en fait, théorique, et aussi de combat vraiment, mais en même temps qu'il soit incarné. Hein. L'idée, c'était pas de faire un combat, mais c'est vrai qu'il y avait, ouais. Tout se loge, pour moi, le nerf du film se loge là, donc c'était très important pour moi qu'on s'attache à ce personnage qu'on ne voit jamais, qui est Samuel. Et certains lecteurs m'avaient dit, mais comment tu vas faire? Parce que tout le monde n'en aura rien à foutre de ce mec, on le voit jamais. Et en fait, je me souviens avoir dit, et donc du coup, ça m'a mis vachement la pression, je me disais, c'est le seul moment où on le voit, et hormis les photos, évidemment, et la fin, enfin bref. Mais, ouais, pardon, j'ai perdu le fil du coup. Non, mais pas du tout. Bonjour, Frédéric Rougeau, le Max Cinéma. Je vais revenir sur cette notion de vérité. En fait, le seul personnage qui connaît la vérité, c'est qui l'a vu réellement, c'est le chien. Et le chien, vous le montrez au départ, vous le montrez à la fin. Et il y a aussi un jeu de miroir entre ses yeux à lui et les yeux de Milo. Et je voulais que vous précisiez un petit peu ce jeu avec la vérité et ce jeu de miroir que vous avez mis dans le film. Oui, pour moi, le chien, c'est les yeux de Milo. Mais c'est aussi le fantôme de Samuel, quoi. Donc, il ouvre le film, c'est-à-dire qu'on est avec lui, et il nous montre qui est-ce qu'on va regarder dans le film, c'est-à-dire elle. Ouais. Donc, il la regarde. Et donc, oui, c'était... Après, c'est compliqué, parce que tout n'est pas théorisé dans ce que je fais. Hein. Il y a des trucs aussi spontanés, quoi. Donc... Je voudrais juste préciser. Sorry, to me, the only innocent creature that we see there, le seul innocent que l'on voit, finalement, c'est le chien. Chaque personnage a sa part de culpabilité. Le chien est là simplement, et lui, il n'a rien fait de mal, le chien, contrairement à tout le monde. Jean-Luc Gadreau, France Culture. C'est la dernière question, je vous le dis, hein, c'est atroce, c'est triste. Je vais essayer qu'elle soit bonne. Ouais, soyez brillants. Hein. Alors, c'est dans le prolongement de ce que vous venez de dire. C'est un film où on parle beaucoup, sans excès non plus, et ça, j'ai beaucoup aimé le côté du tribunal, où ça reste très réaliste, très vrai. Enfin, mais en fait, c'est un film qui se joue sur l'invisible. Et je trouve intéressant la métaphore aussi avec l'enfant qui est porteur d'handicap visuel. Alors en tant que réalisatrice, comment vous abordez, enfin par l'image, le fait de montrer, enfin on le montre pas vraiment, mais d'aborder l'invisible, parce que c'est là que tout se joue dans l'invisible. Alors, par rapport à lui, par rapport à l'enfant, c'est ça, hein? Oui, et puis même plus généralement, parce que tout le fond du film... Ouais, c'est vrai que quand on s'est posé la question, je sais qu'on a écrit, avec Arthur, on a commencé à écrire une semaine avant le premier confinement, et c'était, comment dire, en fait, quand on aborde un film comme ça, qui est quand même un film qui s'apparente à un film de genre, hein, disons qu'on a beaucoup, moi en tout cas j'avais vraiment puis on a quand même abreuvé le robinet à la fiction des plateformes sur les thrillers, sur les choses comme ça. On crée chez moi le désir de me démarquer, en tout cas de savoir exactement ce que je voulais. Et c'est vrai que vraiment l'idée d'origine c'était de partir sur un film qui était qu'on manque en fait d'éléments visuels, qu'on manque d'images. Et donc l'idée c'était de prendre le contre-pied peut-être des films de procès, tu sais, où tu vois tous les flashbacks, où tu vois dérouler la vie du couple, ce qui aurait été beaucoup plus facile pour moi, parce que j'aurais pu effectivement dérouler toute la vie de ces gens comme ça. Donc l'idée, c'était de partir vraiment du manque. Donc le manque, l'enfant, effectivement, voit pas très bien. Il n'est pas aveugle, hein, il est malvoyant, il voit pas très bien. Et on manque d'images. Et on a cette pièce sonore qui va être au centre du film, et qui va être l'endroit de fixation de tout le monde, autour de voilà, cette chose-là, ce moment-là précis de... Et donc, du coup, est venue vraiment l'idée de mettre le spectateur dans cette position de, un peu comme l'enfant, un peu comme les jurés, de manquer, en fait, de manquer d'éléments, en fait.
Mais d'où en fait tout le procès, en fait tout est relié, c'est qu'après ce délire vient du fait qu'on manque, quoi. Voilà. Bon, je suis désolée. Enfin, je sais pas vous, moi j'en avais encore 42 000 des questions, mais en tout cas, on les applaudit super fort.